Imaginez équiper un navire de toutes les armes disponibles et l'envoyer bombarder l'ennemi jusqu'à sa reddition. C'est essentiellement ce que font les cuirassés, ou du moins ce qu'ils faisaient il y a environ 100 ans lorsqu'ils étaient encore stratégiquement pertinents. Cependant, ce type de navire de guerre n'a plus été utilisé depuis un demi-siècle. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Les cuirassés semblent faire un retour en force selon nul autre que le président Donald Trump, qui a annoncé une toute nouvelle classe de cuirassés modernes qu'il a nommée d'après lui-même. Pour de vrai. Si elle était construite, la classe Trump signerait le retour d'un type de navire de guerre mis en veilleuse depuis la guerre du Vietnam. Et l'administration est tellement déterminée à en faire une réalité qu'elle pousse à annuler un projet beaucoup plus concret et développé pour faire place à la classe Trump. Cela pousse tout le monde, y compris nous-mêmes, à se demander « Qu'est-ce qui rend ce nouveau design si spécial ?» Un arsenal flottant. La classe Trump de cuirassés devrait donc, en théorie, être de vrais cuirassés. C'est un peu étrange car les véritables cuirassés sont devenus presque totalement obsolètes dans la guerre navale. L'administration actuelle affirme que ce type de navire est essentiel pour la marine américaine. Nous reviendrons plus tard sur la véracité de cette affirmation et la classification du navire, mais pour l'instant, retenez qu'il s'agit censément d'un vrai cuirassé. Le navire de tête de la classe, l'USS Defiant, mesurera entre 840 et 880 pieds, soit 260 à 270 mètres, avec une largeur de 105 à 115 pieds, soit 32 à 35 mètres. À son point le plus large, il pèsera environ 35 000 tonnes métriques. Il sera également très élégant. Ce n'est pas une blague, c'est un point de conception crucial sur lequel Donald Trump a insisté, disant ne pas apprécier certains navires de la marine conçus pour la furtivité. Il a dit, je cite, « Un navire laid n'est-ce pas nécessaire pour dire que vous êtes furtif ?» Il a aussi évoqué les navires russes et italiens, affirmant qu'ils étaient le plus agréables et élégants, ressemblant à de vrais navires. Il serait ainsi classé parmi les navires d'assaut amphibies actuellement utilisés par la marine américaine, tels que ceux des classes America ou Tuawa. Pour clarifier, ces classes de navires ont été conçues tard avec de grands ponts parce qu'elles doivent faire décoller des hélicoptères et des avions capables d'opérer depuis des navires comme le F-35B et le MV-22B Osprey. Les cuirassés de la classe Trump, s'ils sont financés et construits, ravitailleront aussi l'Osprey et les hélicoptères FVL en développement, mais ce n'est pas leur rôle principal. Au lieu de cela, son rôle principal sera d'emporter un maximum d'armement et la batterie principale de la classe Trump consistera en un système de missiles de croisière nucléaire lancé en surface, un système de missiles hypersoniques et un système de lancement vertical. Batterie principale. Un système de missiles de croisière nucléaire lancé en mer, également connu sous le nom de SLCMN, est un système d'armes proposé par l'administration Trump en 2018 en réponse aux restrictions nucléaires déjà existantes. La marine a développé dans les années 1980 des missiles de croisière nucléaire lancés en mer, principalement des Tomahawk équipés d'ogives nucléaires, avec une portée d'environ 1550 miles, soit 2500 km. Puis, en 1991, le président George H.W. Bush a annoncé que les États-Unis retiraient toutes les armes nucléaires tactiques basées en mer, et c'est à peu près la dernière fois que les États-Unis ont eu un missile de croisière nucléaire à bord de l'un de leurs navires. Les missiles nucléaires Tomahawk ont été retirés du service en 2013, mais 5 ans plus tard, la première administration Trump a soutenu qu'un missile de croisière, lancé en mer et armé d'une ogive nucléaire, offrirait aux États-Unis, je cite, une présence régionale non stratégique. Et c'est ainsi que nous avons obtenu le SLCMN, qui est censé être utilisé à bord du nouveau cuirassé de la classe Trump. Lors de l'enregistrement, le programme des systèmes stratégiques de la marine avait attribué des contrats pour des prototypes, et l'Administration nationale de la sécurité nucléaire cherche à accélérer le développement et le déploiement de cette arme. Le développement a été accéléré à un tel point que l'idée d'utiliser la famille d'ogives nucléaires d'OW80 a été abandonnée au profit du développement d'une ogive unique pour la nouvelle arme. Cette arme aurait une portée de milliers de kilomètres. Je ne peux pas en dire plus car elle est encore expérimentale et nous en savons peu. Ce que nous savons, c'est que si les États-Unis développent cette nouvelle arme nucléaire et équipent les cuirassés de la classe Trump avec celle-ci à l'avenir, nous reviendrons au point de départ et nous retrouverons dans la même situation que dans les années 80. La seconde partie de l'armement principal de la classe Trump inclurait un système de missiles hypersoniques Conventional Prompt Strike à 12 cellules. Ce système peut lancer un missile de précision partout dans le monde en moins d'1 heure. Nous avons de nombreuses vidéos sur les missiles hypersoniques sur Megaprojects. Allez les voir pour comprendre leur fonctionnement. En essence, ils sont très rapides, volant généralement à plus de Mach 6.
Et ils sont incroyablement maniables, ce qui leur permet de contourner les défenses antimissiles ennemies. Si cette capacité était mise en œuvre à bord de ces nouveaux cuirassés, elle remplacerait effectivement l'utilisation d'armes nucléaires contre jusqu'à 30% des cibles, selon certains calculs, et elle diversifierait effectivement les options d'attaque. La dernière partie de la batterie principale se compose de 128 cellules de lancement vertical. Ce système est incroyablement polyvalent, et il peut lancer une large gamme de missiles, y compris des missiles surface-air, surface-surface, anti-sous-marins, anti-navires, ainsi que des missiles leurres pour des frappes tactiques et l'autodéfense. En théorie, cela semble être une excellente idée. 128 missiles de différents types capables de détruire divers types de menaces. En réalité, cependant, les cellules VLS ont suscité beaucoup de critiques, avec la classe Trump. La nouvelle classe de navire a été annoncée comme le type ultime de cuirassé lance-missiles, qui sera armé à un tel degré que l'ennemi frissonnera rien qu'à l'idée qu'un cuirassé de classe Trump s'approche de ses eaux. En réalité, la conception VLS de ce navire est l'une des plus inefficaces qui existe. Voici la façon la plus simple de l'expliquer. Pour représenter une menace sérieuse, un grand navire de guerre doit pouvoir lancer le plus grand nombre possible de missiles ou d'aéronefs que sa taille lui permet. Le cuirassé de la classe Trump ne fera pas cela. Les navires pèseront 35 000 tonnes et auront la capacité de lancer 128 missiles depuis leur système de lancement vertical. Cela représente un ratio d'un missile par 273 tonnes de déplacement. Le croiseur Ticonderoga, plus petit mais très similaire au navire de la classe Trump, détient le meilleur ratio taille du système de lancement vertical-tonnage existant. Il dispose de 122 cellules de lancement vertical pour un déplacement de 9750 tonnes, ce qui lui donne un ratio d'un missile pour 80 tonnes. Cette classe de navire, bien que près de 4 fois plus petite que la classe Trump, peut tout de même lancer presque autant de missiles. Certains, pour défendre la classe Trump, diront que ce navire essaie d'embarquer un maximum de types de systèmes d'armes et que l'espace limité influence le nombre de cellules de lancement vertical. C'est vrai, mais c'est aussi valable pour la classe Ticonderoga qui, en plus de ses 122 cellules de lancement vertical, dispose de 2 lance-missiles, 2 canons de 5 pouces, des tubes lance-torpilles et d'autres armes. Quelle que soit la présentation, la classe Trump demeure très inefficace côté système de missiles, car on y a intégré un maximum d'armes différentes, et cela ne concerne que l'armement principal. Batterie secondaire. Là, on entre vraiment dans le domaine de la folie, puisque l'arme principale de la batterie secondaire de la classe Trump est un canon électromagnétique de 32 mégajoules. L'armée américaine tente de créer un canon électromagnétique efficace et pratique depuis plus de 20 ans, et nous avons déjà analysé ces canons sur la chaîne. En résumé, ils tirent des projectiles cinétiques sans propriété explosive. Le projectile est tiré à une vitesse si élevée, parfois près de 9 fois celle du son, que la force de l'impact cause assez de dégâts pour éliminer une menace. C'est en théorie un excellent canon à avoir à bord d'un navire pour plusieurs raisons. Les munitions d'un canon électromagnétique, sans explosifs, sont bien plus légères que les munitions explosives conventionnelles, dites HE. C'est aussi plus sûr pour le navire, car cela réduit les risques que le stockage des armes explose et tue tout le monde à bord en cas de coup direct. Cela influence la conception du navire, qui nécessite moins de blindage que des navires similaires transportant plus de munitions HE, le rendant ainsi plus léger, économique et rapide. Les canons électromagnétiques sur les navires devraient servir d'armes défensives principales et non offensives et être très utiles contre les missiles entrant en phase terminale, contre les avions et contre les navires ennemis à portée. Puisqu'un projectile de canon électromagnétique est pratiquement le type de munition le plus rapide qui existe, aucun missile ni aucun avion au monde ne pourrait l'éviter. La technologie pour qu'un canon électromagnétique vise et frappe un missile en mouvement est encore en développement et loin d'aboutir. Malgré ces avantages, elle présente aussi de nombreux inconvénients. Les canons électromagnétiques demanderont plus d'entretien que tout autre armement à bord d'un navire de la classe Trump. L'équipe de maintenance à bord passerait plus de temps à s'occuper des besoins d'une seule arme que de tout le reste. Deuxièmement, lors du tir, les canons électromagnétiques atteignent des températures infernales, dignes de l'enfer de Dante. Cela se produit à la fois à cause de la quantité faramineuse d'électricité qui circule dans les rails, nécessaire pour lancer le projectile, et à cause de la friction créée par le projectile. Lorsqu'il sort du canon électromagnétique à une vitesse 3 fois supérieure à celle du chasseur le plus rapide en service, le MiG-31 Foxhound, au cas où vous ne le sauriez pas, la même chose se produit avec les canons d'artillerie, d'ailleurs. Mais ces projectiles ne voyagent pas exactement à Mach 6 ou plus, et l'accélération au lancement n'atteint pas des dizaines de milliers de G.
Les tubes se dilatent légèrement sous la chaleur, réduisant la précision, mais l'artillerie peut compenser cela. Savez-vous ce qu'une équipe servant un canon électromagnétique ne peut pas corriger ? Le canon électromagnétique qui fond littéralement, c'est ce qui arrive si vous tirez trop de fois sans le laisser refroidir. À ce jour, aucune preuve ne montre qu'un canon électromagnétique puisse tirer plusieurs coups à pleine puissance avec les mêmes rails. Certains responsables américains disent donc que leurs modèles sont passés de quelques dizaines à plus de 400 tirs sans préciser si c'est à pleine puissance, ce qui semble peu probable. À cause de cela, les canons électromagnétiques ont une cadence de tir très faible, et cette cadence déjà basse doit être entrecoupée d'intervalles pour permettre le refroidissement. Et le pire concernant la longévité des canons électromagnétiques, c'est que même si vous les utilisez parfaitement pour une longévité optimale, le canon s'use très rapidement. Quoi qu'il en soit. Remplacer un canon électromagnétique en mer n'est pas simple, surtout loin du port. Un autre inconvénient des canons électromagnétiques, qui soulève des questions légitimes, est l'absence d'avantages stratégiques hormis les munitions cinétiques non explosives déjà citées. Les canons électromagnétiques n'ont qu'une portée d'environ 110 milles nautiques, ce qui va à l'encontre de l'intérêt de cette technologie sur un navire. 110 milles nautiques sont bien à la portée des missiles employés par la Chine et la Russie, nos adversaires réalistes mais hypothétiques dans cet exemple. Quel est l'intérêt d'une arme que vous ne pouvez utiliser contre l'ennemi qu'en vous plaçant vous-même à portée des armes de l'ennemi ? De plus, quel est l'intérêt d'une telle arme si vous disposez déjà de missiles avec une portée supérieure ? La dernière raison pour laquelle l'installation d'un canon électromagnétique à bord de la classe Trump semble être une idée terrible, c'est que ce navire ne fonctionnera pas avec un réacteur nucléaire pour son alimentation. Avoir un canon électromagnétique à bord, qui nécessite une énorme impulsion électrique pour tirer, généralement mesurée en millions d'ampères, semble être une excuse parfaitement raisonnable pour équiper le navire de la même technologie économe en énergie qui a déjà été utilisée sur de nombreux autres bâtiments. Non, a répondu l'équipe de conception, et elle a décidé de ressortir les bons vieux moteurs à combustible fossile pour alimenter les milliers d'armes, de systèmes de détection et de commandement sur un navire qui pourrait battre le record du plus grand nombre d'armes par pouce carré de l'histoire. La conception actuelle de la nouvelle classe Trump sacrifie un espace précieux qui pourrait être mieux utilisé pour des cellules de lancement verticales et les attribuer simplement au canon électromagnétique, une technologie qui est loin d'être perfectionnée et qui ne coche aucune des 4 cases essentielles. Ce n'est ni efficace, ni efficient, ni économique, ni durable. General Atomics discute actuellement avec la marine américaine pour obtenir un contrat et développer un canon électromagnétique fonctionnel, mais on y croira quand on le verra. Le canon électromagnétique ne constitue qu'un tiers de l'armement secondaire. Le reste comprend 2 canons de 5 pouces, ce que presque tout le monde approuve. Le canon de marque 45 est un canon anti-aérien, anti-navire et de bombardement côtier, tirant des obus de 70 livres, soit presque 32 kg. Selon le mode d'utilisation, le canon marque 45 peut tirer entre 16 et 20 de ces obus par minute, avec une portée effective de 20 miles, nautique ce soit 37 km/h. Une paire de ces canons équipe aussi les croiseurs de la classe Ticonderoga mentionnés plus haut. Les canons représentent un moyen économique de répondre aux menaces immédiates, car leurs munitions sont moins chères que n'importe quel missile pouvant être lancé depuis les tubes VLS. En plus de servir d'arme défensive, il permet aussi de pilonner une tête de pont pour appuyer un débarquement amphibie. Le dernier élément de la batterie secondaire est une paire d'armes laser. Nous avons déjà expliqué le fonctionnement des lasers dans notre vidéo sur Dragonfire que nous vous invitons à regarder. Les États-Unis ont aussi beaucoup investi dans plusieurs prototypes similaires. Cependant, on ne sait pas exactement quel type d'arme laser sera utilisé à bord de la classe Trump. Les armes laser sont, avant tout, incroyablement économiques. Elles n'ont pas de munitions physiques et peuvent tirer tant qu'elles ont de l'énergie, leur capacité étant donc théoriquement illimitée. Avec cela en tête, elles permettent de perturber à moindre coût l'électronique interne d'un missile en approche, d'un drone, qu'il soit aérien ou naval, ainsi que d'un avion piloté. Cependant, les armes laser ne peuvent pas facilement pénétrer un blindage. Elles doivent rester focalisées sur une cible pendant un certain temps pour chauffer une zone suffisamment, afin de causer des dégâts. C'est pourquoi leur principal objectif est simplement de désactiver l'électronique interne, du moins pour l'instant, jusqu'à ce que nous, en tant qu'espèce, développions un véritable rayon de la mort. Ce sera à la fois effrayant et impressionnant. De plus, les armes laser ont la portée la plus courte de toutes celles de la classe Trump. Ce sont des armes à vue directe, dont l'efficacité est en plus limitée par la météo comme le brouillard, la pluie, la neige et l'humidité. Le danger que représentent les armes laser pourrait être annulé par la présence d'eau dans l'air, ce qui est plutôt courant lorsqu'on est en mer.
d'autres armes d'aéronefs. Outre les systèmes d'armes mentionnés, il existe également une batterie de défense non officielle. Bien que ce soit censé être le rôle de la batterie secondaire, mais nous allons ignorer cela. La batterie défensive comprendrait 2 lance-missiles, 4 mitrailleuses de 30 mm, 4 lasers, Odin et 2 systèmes anti-drones. Vous vous demandez pourquoi les lasers Odin sont dans une autre batterie. Nous l'ignorons, mais la présence d'une technologie laser classifiée dans la batterie secondaire et des lasers OD1 dans la batterie défensive le suggère. L'idée est d'utiliser la technologie laser classifiée comme une arme offensive, ce qui est pour le moins intéressant, étant donné que, encore une fois, on parle d'une arme qui ne peut pas tirer plus loin que ce que l'on peut voir. Quoi qu'il en soit, Odin signifie Optical Dazzling Interdictor, Color Navy. Si cette virgule forcée dans Navy ne vous prouve pas que les dirigeants militaires américains créent d'abord des acronymes attrayants avant de demander aux ingénieurs de concevoir une arme autour de ces acronymes, rien ne vous convaincra. En 2024, ce système d'armes a été installé sur 8 navires de guerre américains pour perturber les capteurs des drones et missiles en approche et les faire s'écraser. Il faut souligner qu'ils sont dans une catégorie bien inférieure aux armes laser classifiées citées plus haut. Le système Odin est dans la catégorie des dizaines de kilowatts, tandis que les systèmes laser de batterie secondaire atteindront 300 ou 600 kilowatts. Cela signifie que l'autre système laser ne sera pas le système Helios, qui est actuellement en cours de test avec d'autres navires. Dragonfire, à titre de comparaison, est de l'ordre de 50 kW. Les lance-missiles seront très probablement utilisés contre des cibles aériennes, ce qui inclut les missiles en approche, les drones, les avions, ou simplement une mouette particulièrement malchanceuse. Les navires de la classe Trump auront également leurs propres aéronefs à bord, mais comme les navires de guerre ne seront pas de la taille d'un porte-avions, ils ne lanceront que des aéronefs à décollage et atterrissage vertical. Divers hélicoptères et l'Osprey sont confirmés comme devant être basés dans les hangars de la classe Trump, mais d'autres modèles VTOL et des aéronefs sans pilote, particulièrement importants dans tout cela, pourraient s'y ajouter. Centrale des plateformes de commandement. Outre leur rôle de plateforme de frappe, les cuirassés de la classe Trump sont aussi envisagés comme plateforme de commandement pour la révolution des plateformes sans pilote aux États-Unis. Tout comme ses principaux rivaux géopolitiques, la Chine et la Russie, les États-Unis développent actuellement toute une gamme de plateformes sans pilote. Certaines sont conçues pour le combat, d'autres pour la reconnaissance ou la livraison de marchandises, allant des hélicoptères et avions sans pilote comparables aux chasseurs de 5e génération jusqu'aux petits navires, sous-marins et véhicules terrestres non habités. Ce thème revient souvent aux États-Unis, et nous l'avons largement traité dans notre vidéo sur l'ailier fidèle. D'ici 2050, jusqu'à un tiers des équipements américains pourraient être sans pilote, selon certains responsables. Ainsi, tout nouveau navire sera conçu avec un centre de commandement pour plateforme sans pilote, y compris la classe Trump. Il aura les meilleurs capteurs disponibles pour la marine, ainsi que des fonctions pilotées par l'IA, bien qu'on ignore encore sous quelle forme. Le dernier rapport au Congrès souligne que choisir des combustibles fossiles plutôt que le nucléaire pour les centrales du navire fut l'une des décisions les plus déroutantes de la conception de la classe Trump. Tout d'abord, c'est un problème logistique. Avec une centrale électrique conventionnelle à bord, il faut la ravitailler régulièrement, uniquement dans des ports alliés ou via un navire ravitailleur. Utiliser un navire ravitailleur comporte un risque stratégique. Même un cuirassé classe Trump très armé dépend du ravitailleur que l'ennemi peut simplement détruire. Et le cuirassé Trump devient alors un coûteux morceau de métal flottant, incapable de bouger, de faire fonctionner ses capteurs ou d'utiliser son célèbre canon électromagnétique. La marine américaine utilise depuis longtemps l'énergie nucléaire pour ses navires, qui présentent plusieurs avantages importants. Les centrales nucléaires navales demandent étonnamment peu d'entretien. Conçues pour être installées sur un navire explorant les coins les plus reculés du globe, sans accès possible à un port sûr, elles sont donc extrêmement fiables et autonomes. L'équipage d'ingénieurs à bord suffit généralement à maintenir le navire en mer, sans aucun problème. L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde et le plus grand navire de guerre jamais construit, est propulsé par un réacteur nucléaire. Et devine quoi ? Les machines à laver du navire se sont en fait avérées nécessiter plus d'entretien que le réacteur nucléaire, car elles ont pris feu début mars 2026. Cela peut sembler amusant, mais l'histoire est trop grave. 2 membres d'équipage blessés et plus de 600 ont perdu couchette et effets personnels dans l'incendie. Les centrales nucléaires navales permettent aux navires de naviguer plus vite, plus longtemps et offrent une autonomie quasi infinie.
Le navire, bien sûr, doit s'arrêter pour se réapprovisionner à un moment donné, mais en ce qui concerne la propulsion pure, il n'a pas besoin de ralentir pour économiser du carburant. La marine des États-Unis a retiré tous ses croiseurs nucléaires dans les années 1990. Bien que ces navires étaient non plus petits que la classe Trump proposée, ils sont plus comparables que le mastodonte qu'est l'USS Gerald R. Ford. Deux raisons principales ont motivé le retrait des croiseurs, et certains diront qu'elles concernent aussi la classe Trump. La première raison est que la vitesse et la navigation continue n'étaient pas aussi importantes à l'époque. L'URSS déployait souvent ses sous-marins d'attaque rapide, forçant les groupes de porte-avions à activer leur sonar. Pour cela, ils étaient limités à 20 à 25 nœuds, si bien que la marine s'est habituée à ces vitesses et a fini par se demander si les grandes vitesses, et donc les réacteurs nucléaires nécessaires, étaient réellement justifiés. Cet argument n'est plus valable aujourd'hui, car les sous-marins d'attaque rapide sont moins importants et les navires peuvent les détecter à des vitesses plus élevées. De plus, la doctrine de la marine a évolué. Pendant les fortes tensions États-Unis-URSS, la marine gardait des groupes de combat près des zones sensibles. La pratique moderne consiste à ne maintenir des groupes près des zones sensibles qu'en cas de nécessité absolue, mais à insister pour garder autant de navires que possible sur le territoire national ou sur des bases alliées, prêts à être déployés en masse si besoin. Dans cette optique, la capacité de naviguer à grande vitesse pendant longtemps sans avoir besoin de se ravitailler est un atout appréciable. Si l'on considère que les cuirassés de la classe Trump auront au moins un canon électromagnétique très énergivore, ainsi que des systèmes d'IA et des capteurs avancés, il est évident qu'un réacteur nucléaire aurait été plus judicieux qu'une centrale conventionnelle. Avec cela, il est clair que le design Trump est plutôt moyen. Beaucoup trop de choses n'ont aucun sens. On dirait que les ingénieurs eux-mêmes n'ont pas vraiment compris quel serait l'objectif de ce design dans la réalité. Et cela nous amène à la grande question. C'est quoi putain le but? Que sont les cuirassés et sont-ils obsolètes? Et pourquoi Trump insiste-t-il autant sur Trump? Devinez quel âge a le plus récent cuirassé de la marine américaine? 30 ans? 50? En fait, c'est presque ça. 82 ans. Le 29 janvier 1944, l'USS Missouri a été lancé, et il reste à ce jour le cuirassé le plus récemment construit de la marine américaine. Il appartenait à la classe Iowa, des cuirassés tous construits et lancés à peu près à la même époque. Et il y a une raison pour laquelle les cuirassés ne sont plus populaires aujourd'hui. Pour être clair, beaucoup de gens utilisent le mot cuirassé comme un terme général pour désigner n'importe quel type de navire de guerre. Cependant, les cuirassés sont une catégorie très spécifique de navires de guerre, et pour éviter toute confusion, sachez que les cuirassés dont il sera question à partir de maintenant sont de véritables cuirassés. Pas simplement n'importe quel type de navire de guerre. Apparus à la fin du XIXe siècle, les cuirassés ont été les navires capitaux de leur flotte. Un navire capital est généralement le plus grand et le plus stratégique d'une flotte, doté de la plus grande puissance de destruction. Les cuirassés étaient célèbres pour leurs gros canons, tout comme les groupes de porte-avions actuels. Il y a 100 ans, nous avions des cuirassés en groupe. Ces navires étaient non pour leurs flottes respectives ce que Superman est à la Ligue des Justiciers, le gros canon. L'USS Washington est un cuirassé ayant servi dans l'Atlantique et le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Il était équipé de 9 canons de 16 pouces, 406 mètres, et de canons de 20 canons de 5 pouces ancêtres des canons modernes de 5 pouces présents sur la classe Trump. Et pour se protéger des menaces navales et aériennes, il utilisait 16 canons anti-aériens et 18 mitrailleuses de calibre 50. En plus de cela, son blindage était incroyablement épais. Ces navires transportaient dans des tonnes de munitions explosives à bord, et il était vraiment important de garder ces munitions intactes en cas de impact de torpilles ou de tir d'artillerie. La ceinture, revêtement métallique extérieur du navire, avait 30 cm d'épaisseur, tandis que la tour de commandement et les tourelles atteignaient 40 cm, rendant le navire très difficile à détruire. Ces engins étaient l'équivalent prénucléaire des armes nucléaires. Ces armes étaient l'arme la plus puissante qu'un pays pouvait posséder, pouvaient retenir des îles et des côtes en otage par des bombardements d'artillerie continus. Les meilleurs exemples de l'emploi des cuirassés se trouvent sur le théâtre du Pacifique dans les années 1940. Inévitablement, cependant, leur ère prit fin immédiatement après la conclusion de la guerre, et cela fut provoqué par plusieurs raisons. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki a prouvé au monde qu'une arme plus puissante que le cuirassé existait.
Deuxièmement, les budgets militaires de la plupart des pays ont été réduits après la guerre parce qu'ils ne s'attendaient pas à une nouvelle guerre de sitôt, et les deux plus grandes puissances mondiales de l'époque, les États-Unis et l'URSS, ont décidé d'investir dans les avancées nucléaires plutôt que de construire davantage de cuirassés. La marine américaine a vendu la plupart de ses cuirassés comme ferraille, seuls les Iowa ayant servi d'appui-feu pendant les guerres de Corée et du Vietnam. Troisièmement, l'essor des porte-avions a montré beaucoup de potentiel dans ce domaine, et les marines du monde entier ont décidé d'investir les maigres ressources dont elles disposaient dans ces navires. Cette décision continue encore aujourd'hui à façonner l'orientation des marines du monde entier. Les porte-avions étaient les plus efficaces, les cuirassés de la Seconde Guerre mondiale demandant environ 2700 marins. À titre de comparaison, l'USS Gerald R. Ford, mentionné précédemment, le porte-avions le plus flexible et le plus avancé qui existe, nécessite à peu près le même équipage. Quelques décennies plus tard, les missiles guidés ont été le dernier clou dans le cercueil des cuirassés, surpassant l'artillerie et les torpilles à tous égards. Ils étaient en plus précis, ils perçaient que les blindages et étaient en plus économiques que n'importe quelle autre arme anti-navire existante. Avec l'avènement des missiles de précision et de la surveillance moderne, couler un navire de nos jours est bien plus facile que cela ne l'était au milieu du XXe siècle. Les défenses anti-missiles, anti-aériennes, anti-navires et anti-sous-marines des navires modernes ont évolué de façon similaire, mais il reste aujourd'hui bien plus simple pour l'ennemi de repérer un navire et d'attaquer qu'il y a 80 ans. Les marines du monde entier ont répondu à ce type de développement technologique en décentralisant leurs ressources. Lorsque vous placez 2 douzaines de systèmes d'armes différents à bord d'un seul grand navire, vous en faites essentiellement une cible géante. Les marines évidentes de perdre toute leur puissance en un seul coup. C'est pourquoi la plupart des commandants préfèrent répartir leurs œufs, les systèmes d'armes et autres ressources dans différents paniers ou navires. Ainsi, en cas de frappe ennemie réussie, vous ne perdez qu'une partie de votre puissance navale au lieu de perdre complètement la bataille. Les militaires appellent cela la décentralisation ou tout simplement le bon sens, et l'idée de la classe Trump va directement à l'encontre de ce principe. Le navire serait trop grand et une cible facile en cas de combat, et il ne semble pas avoir sa place dans une marine moderne. En ce sens, la classe Trump ressemble davantage au navire Arsenal qu'à un cuirassé. Un navire Arsenal, concept naval de la guerre froide, consistait à installer jusqu'à 500 tubes de lancement vertical sur un petit navire avec un équipage réduit. Le navire servirait uniquement de plateforme d'armes offensives, pilonnant l'ennemi sans relâche. Cette idée, qui aurait coûté environ 450 millions de dollars par navire à la fin des années 90, n'a jamais vu le jour. Car un seul missile bien placé pouvait couler un navire d'une valeur d'1 demi-milliard de dollars, et c'est tout simplement un risque trop grand pour n'importe quelle marine. La marine chinoise a étudié ce concept et aurait tiré la même conclusion, tandis que la Corée du Sud, étonnamment, l'a approuvé et prévoit de déployer 3 navires Arsenal d'ici la fin des années 2020. Nous verrons comment cela évoluera. Les sous-marins jouent le rôle de navires Arsenal dans la marine américaine, mais leur grande différence est leur invisibilité. Les sous-marins russes et chinois ont le même rôle dans leur marine. La classe Trump est ce qui se rapproche le plus d'un navire Arsenal, et tout le monde peut déjà voir que c'est une mauvaise idée. Des centaines d'officiers, de marines et de chercheurs développant de nouveaux navires pour la marine américaine cherchent sans cesse à surpasser l'ennemi. Et il y a une raison pour laquelle ils rejettent depuis des décennies l'idée de simplement installer autant d'armes que possible sur un navire. Peut-être que le pire dans tout cela, c'est que la classe Trump est censée remplacer le destroyer lance-missiles de nouvelle génération. Ce projet, qui est en développement depuis plus de 10 ans maintenant, visait à compenser le désastre du Zumwalt et, en même temps, à combler le vide laissé par la classe Ticonderoga une fois que cette classe de navires sera retirée. Cette nouvelle classe de destroyer serait bien plus petite que la classe Trump. En fait, elle pèserait moins de la moitié du poids de la classe Trump, mais elle serait équipée de 96 cellules VLS, de 42 cellules de lancement de missiles, de tubes lance-torpilles de surface et d'un canon de 127 Melarey. De gros lasers seraient présents, mais pas de canon électromagnétique. Ce ne serait en aucun cas le destroyer parfait, mais il intégrerait les leçons tirées de la classe Harley Burke et de la classe Zumwalt, et il serait certainement moins risqué et beaucoup plus pratique que la classe Trump. Ce serait plutôt un navire spécialisé qui fonctionnerait mieux en tant qu'élément d'un ensemble, au lieu d'essayer d'être un touche-à-tout, ce qui finit généralement par ne rien maîtriser parfaitement. La flexibilité de la flotte est cruciale en guerre navale, car un navire seul soutient difficilement plusieurs détachements d'infanterie simultanément.
une flotte, elle, peut se déployer. Cela est crucial lors d'assauts amphibies sur plusieurs fronts. Près de 170 navires de guerre ont participé au débarquement, sans compter les transports de troupes et des monitors. Les troupes de débarquement auraient-elles eu le même soutien avec 81 navires de guerre mieux armés ? Non, bien sûr que non. À ce stade, le remplacement du programme de destroyers de nouvelle génération par la classe Trump n'est pas encore confirmé. La classe Trump est toujours à l'état de projet, tandis que le financement et le programme des destroyers de nouvelle génération se poursuivent au moment de l'enregistrement. Cependant, il ne serait pas surprenant que cette administration impose le projet de la classe Trump et sacrifie le programme de destroyers de nouvelle génération. C'est la même question à laquelle le Congrès est confronté en ce moment même. Le plus gros problème est de savoir si la classe Trump, qui n'a aucun fondement scientifique, vaut la peine de mettre de côté le programme de destroyer. Ce qui a été présenté jusqu'à présent n'est qu'une idée de conception. Il n'y a aucun travail concret derrière. Rien que la conception d'un navire de guerre lors des études préliminaires prend généralement des années et nécessite énormément de financement. Le programme Destroy en est un bon exemple, alors que la conception de la classe Trump semble être sortie de nulle part, sans rapport financier, sans projection de viabilité, rien du tout. Juste des idées de conception officielles et des illustrations conceptuelles. Même si la marine américaine décidait de se lancer à fond dans ce projet, il faudrait au moins une décennie, voire plus, avant que le premier navire, l'USS Defiant, ne soit lancé. Si cela arrivait, cela voudrait dire que la marine américaine aurait abandonné un design développé depuis environ 10 ans. Un design qui montre beaucoup de potentiel et qui semble destiné à rajeunir une flotte vieillissante ainsi qu'à corriger une série de mauvais choix de conception, le plus flagrant étant la classe Zumwalt. Ce design serait abandonné pour un navire inadapté à la guerre navale moderne pour de nombreuses raisons. Un navire présenté comme doté de capacités offensives quasi fantastiques, dont l'utilité réelle reste discutable. Et surtout un navire qui n'est pas le résultat d'années de travail acharné mené par des officiers de marine et des ingénieurs expérimentés, mais plutôt l'esquisse rapide d'une idée sensationnaliste. Par-dessus tout cela, les cuirassés de classe Trump seraient extrêmement coûteux. La version actuelle du destroyer de nouvelle génération coûterait 2,8 milliards de dollars et un navire de plus de 2 fois cette taille connaîtrait une hausse de coût similaire. À cause de cela, tout le monde se pose la même question. Pourquoi Donald Trump insiste-t-il autant là-dessus ? Et les réponses semblent se trouver du côté de la marine. L'un d'eux est le fait amusant que Donald Trump aime tout simplement les navires de guerre, et en ce sens, il ressemble à des millions d'hommes et de garçons à travers le monde. Il adore particulièrement les cuirassés. Il a d'ailleurs dit cela lors de son discours à Quantico à la fin du mois de septembre 2025. Il a précisé vouloir les ramener pour leur blindage et leur performance durant la Seconde Guerre mondiale. Désormais au pouvoir, il veut influencer le développement des cuirassés et, si possible, donner son nom à une classe. Honnêtement, qui ne ferait pas pareil à sa place ? Peut-être. Je parle de tous les autres présidents. Certains pensent que cette insistance vise simplement à montrer la puissance de Donald Trump et non celle des États-Unis. Donner à la classe le nom « classe Trump » est une rupture avec la tradition elle-même, et c'est quelque chose que des centaines de critiques, en particulier les passionnés d'histoire militaire, reprochent. Le Centre d'études stratégiques et internationales note que les administrations récentes des deux partis ont violé les conventions de dénomination, poursuivant ainsi cette tendance. Plus important encore que de simplement rompre avec la tradition, cependant, c'est la violation de la convention de dénomination de la marine des États-Unis qui a été établie en 1862 selon le titre 13, section 1531 du Code des États-Unis promulgué cette année-là, citant « Les navires de la marine seront nommés par le secrétaire à la marine sous la direction du président selon la règle suivante. Les navires à voile de première classe porteront le nom des États de l'Union, ceux de deuxième classe le nom des rivières, ceux de troisième classe, le nom des principales villes et cités, et ceux de quatrième classe seront nommés selon les directives du président. Si la classe Trump voyait le jour, ce serait la première classe de cuirassés de la marine américaine à ne pas porter le nom d'un État. L'USS Defiance deviendra le deuxième cuirassé à ne pas porter le nom d'un État, la première exception étant l'USS Kearsarge, qui a été nommé d'après la montagne du New Hampshire et un navire de guerre de la guerre civile. De plus, nommer des navires d'après des personnes vivantes était également rare jusqu'à récemment. Mais ce qui reste extrêmement rare, c'est qu'un président donne à un navire de guerre son propre nom. Donald Trump serait le premier président américain à avoir une classe de navire de guerre à son nom alors qu'il est encore en fonction. Ce n'est pas surprenant si vous avez déjà vu la page Wikipédia listant les choses nommées d'après Donald Trump, elle est plus longue qu'on ne l'imagine. Donc, il est tout à fait possible que les décideurs souhaitent le retour des cuirassés et nomment la classe d'après Donald Trump juste pour satisfaire le président. Ce n'est pas impossible,
et les autres explications paraissent plutôt illogiques. La conception grossière et sans substance ne constitue en rien une amélioration stratégique par rapport aux destroyers de nouvelle génération en développement depuis longtemps, et il semble difficile d'en voir l'utilité réelle. À ce stade, ce n'est rien de plus qu'une idée, cependant. Une idée imposée à la marine par les personnes les plus puissantes du pays. Mais il faut encore que cela soit approuvé, donc la probabilité que nous voyions un jour la classe Trump reste très incertaine. Dans leur présentation, Donald Trump et le secrétaire à la guerre Pete Hegseth ont annoncé la construction initiale de 2 cuirassés, puis une flotte portée à 10 voire 20 ou 25 navires avec le temps. La flotte serait appelée la flotte d'or. Nous ne savons pas si cette idée deviendra un jour réalité, mais nous sommes certains que le chemin vers son échec ou sa réalisation sera divertissant. Nous vous informerons. Merci de nous avoir suivis.